29 novembre 2019, bienvenue aux informations de la mi-journée. Ouverture ce jeudi de la session de la mission japonaise de prospection des opportunités d'investissement au Bénin. La délégation va donc échanger avec les ministres du gouvernement ainsi que les hommes d'affaires béninois. En 2020, le gouvernement a prévu plus équiper l'armée béninoise. Avions, hélicoptères, la défense aura de quoi faire face aux menaces. Le budget a connu une hausse conséquente à cet effet, tout comme celui de l'enseignement supérieur. Vous entendrez les ministres dans cette édition. Et puis, cérémonie de clôture de la seconde session de formation en technique de rayonnement IS et IS-Tech Lab. Démarrée depuis le 18 novembre dernier, la session s'est achevée hier, 28 novembre 2019. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, session d'ouverture ce jeudi de la mission japonaise de prospection des opportunités d'investissement au Bénin. La délégation va échanger avec les ministres du gouvernement ainsi que les hommes d'affaires béninois. Prévue pour durer 2 jours, cette mission vient après la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique TICAD 7. Compte rendu, Sandra Fadeyi, Silazou, Elia Djera. Explorer le climat des affaires et des investissements, c'est le but de la mission japonaise de la prospection des opportunités d'investissement au Bénin. Une mission qui fait suite à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique tenue au Japon en août 2019. Le paquet de réformes, c'est pour changer l'environnement des affaires dans notre pays. Notre approche est donc une approche orientée fondamentalement sur le secteur privé. Et ça se traduit d'ailleurs par les chiffres qui ont été annoncés lorsque nous avons présenté le programme d'action du gouvernement avec 62% des financements de ce programme-là assurés par le secteur privé. On ne peut pas leur réserver cette place si les réformes qui leur permettent d'intervenir ne se font pas et si elles ne sont pas attirées. C'est pour ça que, mesdames, messieurs de la délégation japonaise, je vous invite vraiment à profiter de ces 2 jours d'entretien avec les ministres qui sont là, avec l'APIEX, avec les dirigeants d'entreprises avec lesquels vous pourrez avoir des entretiens pour approfondir des partenariats, disons, parfois indispensables. L'ambassadeur du Japon au Bénin a exhorté la partie béninoise et les hommes d'affaires japonais à aller vers les différents secteurs attractifs. L'ambassade du Japon près le Bénin, par ma voix, s'engage également à accompagner la présente mission pour qu'il découvre des opportunités d'investissement au Bénin. Le Bénin a déjà signé le mémorandum d'entente avec une entreprise japonaise en vue de la création d'une usine de transformation de coton. Je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui emboîtent les pas à celle-ci. Cette mission va susciter et accroître les entrées de beaucoup d'entreprises japonaises envers le Bénin. Rappelons que cette mission japonaise de prospection entre dans la réalisation des projets phares du programme d'action du gouvernement inscrit dans la modernisation des entreprises privées au Bénin. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a procédé dans la matinée de ce jeudi à la signature des contrats pour la construction de 9 marchés urbains dans la ville de Cotonou avec l'entreprise ITB du Nigeria. C'était en présence des architectes, des maîtres d'ouvrage et des acteurs, des cadres techniques du ministère. La cérémonie s'est tenue dans la salle de conférence du dit ministère. Reportage Elia Diran, Paul Estessa aussi. Signature des contrats entre le ministère du Cadre de vie et du Développement durable et l'entreprise ITB du Nigeria. Par cet acte, le gouvernement du Bénin lance officiellement la première phase du projet de construction et de modernisation des 9 marchés urbains dans la ville de Cotonou. Pour cette première phase, nous avons 9 marchés. Nous avons veillé à ce que le quadrillage de la ville soit assez équilibré. Nous reviendrons avec une deuxième phase d'autres marchés. Mais c'est des marchés, comme vous le voyez, d'une autre génération. C'est des marchés qui ont intégré en totalité les habitudes de notre pays, de nos marchands,
mais qui les projette également dans la modernité avec des propositions pour améliorer leurs conditions de travail, les conditions de travail et d'exercice de leur activité, de façon à leur donner beaucoup plus de performances et de résultats. C'est un autre niveau de développement économique qui a été ici arpenté. Ces marchés vont être vraiment une fierté pour l'entreprise et pour le gouvernement pour les accompagner dans le PAG. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Ministre, pour la réalisation en bonne date et une finition quand même qui répond aux normes. Les responsables de l'État au niveau déconcentré rassurent l'entreprise adjudicatrice d'une franche collaboration dans l'exécution du projet. Ils entendent faciliter les conditions de travail à travers la mobilisation des acteurs à la base. La ville fera toujours violence sur elle-même pour être à la hauteur de la partition qui est la sienne. Vous savez traduire dans les faits le PAG en ce qui concerne votre secteur. Nous prendrons toutes les dispositions pour que ce qui va démarrer se passe dans les normes comme prévu par les tests, parce que les élus communaux et locaux de la ville de Cotonou et les acteurs, les bénéficiaires auraient pris, se seraient approprié justement ce projet-là. D'un coût global de 32 milliards de francs CFA, le lot 1 du projet aménagement et modernisation des marchés urbains dans la ville de Cotonou prend en compte les marchés Aïdjedo, Wologede, Kadjeong, Begame, Menotin et Tokblegbe pour la phase de démarrage. Poursuivre les efforts et donner de lumière à plus de Béninois, c'est ce que projette pour l'année 2020 le gouvernement. Donald Jean-Claude Oussou était ce jeudi face à la commission des finances à l'Assemblée nationale. Il a présenté le budget de son ministère et défendu la hausse constatée. Suivez. Pour un budget donc de plus de 45 milliards, exactement 45 milliards 261 millions, qui vont servir en fait à alimenter 21 projets. 21 projets dont l'objectif principal, c'est de faire en sorte que, 1, nous continuons à augmenter la capacité de production d'énergie électrique, que ce soit thermique ou solaire. Deuxièmement, faire en sorte que le réseau transport soit étendu et densifié dans toutes nos localités. Mais c'est également l'accélération donnée à l'électrification rurale, puisque nous aurons en 2020 200 localités qui sont prévues à être électrifiées, 200 nouvelles localités, et d'autre part à faire en sorte qu'elles soient utilisées de manière sécurisée. Donc l'action sur la sécurité électrique sera aussi un engagement majeur de l'année 2020. L'année de ce budget va permettre d'impacter plus de 500 nouvelles localités, dont 200 localités en milieu rural, de l'extension, de la densification. Ça veut dire suppression des toiles d'araignée, ça veut dire plus d'abonnés, ça veut dire plus de compteurs, ça veut dire plus de disponibilité de cette énergie électrique pour que nos concitoyens puissent avoir leurs conditions de vie s'améliorer, pour que nos artisans, nos industriels puissent réaliser leurs activités avec cette disponibilité importante de l'énergie pour créer de la valeur. Et créer de la valeur, c'est créer des ressources supplémentaires que les uns et les autres peuvent utiliser pour améliorer leur cadre de vie. Si je prends le réseau 63 kV, nous aurons plus de 10% d'augmentation de ce réseau l'année prochaine. Et si je descends en réseau basse tension, c'est au moins 15% de réseaux basse tension nouveaux qui vont voir le jour. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura plus de gens connectés, plus de localités connectées, à la fois au système conventionnel, le réseau national, mais également au niveau de l'électrification hors réseau. Tout ce que fait ce gouvernement prend en compte le fait qu'il faille des réformes courageuses, souvent difficiles, je l'avoue, mais ô combien nécessaires et indispensables pour faire en sorte que toutes les actions, tous les projets que nous menons puissent avoir un socle bien précis en matière de cadre réglementaire.
Des moyens conséquents pour plus de sécurité. En 2020, le gouvernement a prévu plus équiper l'armée béninoise. Avions, hélicoptères, la défense aura de quoi faire face aux menaces. Le budget a connu une hausse conséquente à cet effet, tout comme celui de l'enseignement supérieur. Les deux ministres étaient face à la presse parlementaire hier jeudi. Suivez quelques propos qu'ils ont confiés aux journalistes. Le budget a un accroissement de 2 milliards, passant de 39 milliards 400 et quelques millions à 41 milliards 600 millions environ. Il y aura la préparation des forces qui seront beaucoup plus aguerries face aux nouvelles menaces. Et puis deuxièmement, nous avons des équipements majeurs quand même que nous attendons, dont l'exploitation nécessite un certain nombre de disponibilités financières. Par exemple, nous attendons l'avion au cours du mois de décembre. Nous attendons également, nous sommes en projet d'acquérir également quelques vecteurs, genre hélicoptères. Nous avons posé beaucoup de questions. En fait, la préoccupation essentielle des députés, c'est d'être rassurés. Comme nous le disons, dormir tranquillement, l'armée veille. Ils verraient ceux qui peuvent dormir tranquillement que l'armée veille. Je crois que nous avons apporté cette assurance à nos honorables députés. Et à travers ces honorables députés, l'assurance à la nation béninoise, que la nation béninoise peut dormir tranquille, l'armée veille effectivement. Ce budget est donc un budget de 63 milliards 769 millions, donc 880 millions. Donc ce budget a connu, comme vous l'avez suivi, une légère augmentation d'environ 4%. Les grandes actions que nous aurons à mener se retrouvent autour de nos différents sous-secteurs. Nous avons 4 programmes. Le programme de l'enseignement supérieur, où nous devons continuer la réforme dans ce sens-là, faire en sorte que l'enseignement soit un enseignement de qualité. Et à cet effet, après la mise en place du Conseil national de l'éducation, nous comptons mettre en place l'agence béninoise de qualité et d'assurance. Cela nous permettra bien entendu de bien nous rassurer de ce que le contenu des formations se cadre bien avec la réalité de nos terrains. Nous avons également la possibilité d'aligner les autres formations avec les très réels besoins du secteur industriel, des promoteurs privés. Démarrage hier jeudi 28 novembre 2019 du ratissage des malades mentaux de la ville de Cotonou. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales en collaboration avec le Fonds d'appui à la solidarité nationale pour le traitement et l'insertion de ces personnes vulnérables. Reportage Sandra Kfadei, Sila Zouni, Karina Denei. Ces hommes et femmes qui sont embarqués ne sont ni des délinquants ni des personnes sans domicile fixe. Ce sont des sujets souffrant de dépression psychique et qui se sont retrouvés dans la rue. Ils auront désormais un cadre où vivre, plus de soins, surtout des repas chauds et réguliers. Oui, l'opération de ce matin est une opération pilote. Nous sommes en train de faire un essai. C'est une expérience que je crois très bien appréciée par tous les acteurs et nous allons l'étendre progressivement dans d'autres villes. D'ailleurs, pour environ 1 heure à 2 heures d'opération, vous voyez le grand nombre de malades que nous venons, n'est-ce pas, d'intercepter. Nous allons poursuivre compte tenu, n'est-ce pas, de la programmation que Madame le ministre nous donnera comme orientation. Tout homme est un potentiel malade mental mais qui s'ignore. Le gouvernement s'est donné pour mission de leur offrir un soin adéquat au centre psychiatrique de Diako et de Tokan. C'est une réelle chance de réinsertion sociale qui s'ouvre à eux. Tout le processus est pris en compte. Il s'agit non seulement d'assurer leur traitement ici, mais également d'assurer leur réinsertion familiale. Ils vont retourner dans leur famille. Ceux qui pourront retrouver, n'est-ce pas, leur profession, auront un appui, n'est-ce pas, en activité génératrice de revenus. Donc tous les aspects de réinsertion familiale, de réinsertion professionnelle seront pris en compte. À travers cette initiative du gouvernement, plusieurs familles pourront se reconstituer et retrouver le sourire. Il s'agit aussi de la phase sociale de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement.
Cérémonie de clôture de la seconde session de formation en technique de rayonnement INS et INSTEC Lab. Démarrée depuis le 18 novembre dernier, elle s'est achevée hier, 28 novembre 2019. Cette formation a réuni durant les 10 jours 3 catégories de participants, à savoir des enseignants-chercheurs, des doctorants et des étudiants en année de master. Reportage, Rolinis Diaito pour l'Estessa aussi. Le INSTEC Lab est une plateforme dédiée à l'utilisation des rayonnements INS au service de la recherche scientifique et technologique autour des problématiques spécifiques au continent africain. Ils sont au nombre de 17 à avoir pris part à cette seconde session de formation qui s'est tenue en 2 volets. Le premier, cristallographie et technique de diffraction des rayons INS, et le second, tomographie et ingénierie mathématique. Ils sortent avec l'acquis et la compétence avérée en utilisation de techniques de rayons X pour leur intégration dans les moyens habituels qu'ils utilisent pour traiter les problématiques endogènes dans leur projet de recherche, dans leur activité académique. Essentiellement, c'est que ces techniques sont assez pointues et il faut un background scientifique assez colossal pour s'estimer un expert, un connaisseur du domaine. Ce background, on peut dire qu'ils l'ont eu à travers les 2 sessions de formation. Et cette pratique, ils l'ont également faite, beaucoup d'expérimentation. Et nous espérons que, avec des équipements, lorsqu'ils vont se trouver dans des laboratoires où se trouvent ces équipements de technique de rayons X, ils ne seront plus très étrangers à ces équipements et pourront mieux les conduire. Au cours des 10 jours de formation, un stagiaire est arrivé à synthétiser et caractériser une molécule du habit. La molécule qu'on a eu l'occasion de faire grâce de pouvoir caractériser ici, c'est un thiamide. Pour ceux qui sont chimistes organisés, c'est ça ce qu'on entend par thiamide. C'est une molécule que nous avons développé l'approche de synthèse qui respecte les principes de la chimie verte. Parce que le défi pour un chimiste organisé, c'est de synthétiser, mais c'est aussi d'utiliser des méthodes qui prônent le bon développement durable. Donc nous avons utilisé des principes qui nous permettent tout simplement de pouvoir opter pour ça. Alors, la molécule synthétisée, et bon, parce que c'est un nom un peu compliqué, mais je vais essayer quand même. C'est acide 4 morpholin 4-il carbonothiol benzoïque. À l'issue de la formation, les meilleurs élèves ont reçu des parchemins. Notons que la prochaine session des formations en technique de rayonnement X et INSTEC Lab vont se tenir en mai 2020. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Les honorables députés ont adopté au cours de l'année 2017 à l'unanimité la loi portant l'importation, commercialisation des sachets biodégradables en République du Bénin. 2 ans après l'adoption de cette loi, la mise en œuvre reste encore mitigée, tout comme le bilan. Malgré les efforts de sensibilisation des ONG, des comportements, des résistances s'observent encore au sein des usagers. À travers ce reportage, un état des lieux est fait avec la complicité de quelques acteurs. Reportage. Dans un contexte mondial où l'écosystème est menacé par la pollution, qui est le plus souvent causée par les sachets plastiques, un dispositif stratégique de lutte s'avère indispensable. Au Bénin, le 3 novembre 2017, les députés ont voté à l'unanimité la loi portant interdiction de la production, importation, commercialisation et utilisation des sachets plastiques non biodégradables. L'objectif de cette loi est, comme l'indique son intitulé, de réduire l'utilisation, l'importation des sachets plastiques sur toute l'étendue du territoire national. C'est fort heureux que depuis quelques mois maintenant, que le pays soit doté d'une loi qui interdit l'importation, l'utilisation, la fabrication de sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Donc depuis l'avènement de cette loi, des efforts sont en train d'être faits pour montrer à toute la population de ne plus utiliser ces genres d'emballage sur toute l'étendue du territoire national. Malgré cette loi et les mesures de restriction prévues à cet effet, 2 ans après, l'utilisation des sachets plastiques est malheureusement encore une habitude ancrée dans le quotidien de certains Béninois. Et plus encore les milieux urbains que ruraux,
Il faudra donc plus axer les sensibilisations et les mesures d'amélioration selon chaque milieu. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Nous nous rendons compte que certes nous avons la loi, mais tout ce que prévoit la loi n'est pas encore tout à fait mis en place. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir quelques entreprises qui font l'effort d'offrir des emballages biodégradables. Les grands supermarchés, les grandes sociétés font l'effort de ne plus donner de sachets. Mais malheureusement, la majorité de la population continue pas à utiliser le sachet plastique, ce qui prouve que il y a quelque chose qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a plusieurs raisons par rapport à cela. Et donc aujourd'hui, le bilan, en tout cas pour nous, est assez mitigé. Autant nous sommes contents que certains aient fait des efforts, mais autant nous sommes assez déçus que nous continuons de voir autant de sachets plastiques comme au début. Le travail des associations dans la lutte contre le sachet plastique n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, pour pallier le fléau du sachet plastique, des mesures sont envisagées par de nombreuses associations afin de contribuer au bien-être de l'environnement et de tous ceux qui s'y trouvent. Nous sommes en train de dire qu'il faut aller vers d'autres alternatives, comme le papier, comme les feuilles, comme le végétal, comme les paniers, comme les bouteilles, comme les sacs, comme les bols, enfin bref, tous les autres types d'emballages qu'on avait avant l'avènement du sachet. Pour absolument amener la population à changer de comportement, il faut qu'on soit en mesure de leur proposer les alternatives. Ça, c'est la première chose. Je voudrais vraiment dire aux Béninois qui nous suivent que c'est pour leur santé. C'est vraiment un danger public. C'est comme si tous les jours, ils sont en train de boire ou de manger le pétrole. Quand ils vont être malades dans quelques années, quand ils vont avoir le cancer, quand ils vont avoir des problèmes d'infertilité, il ne faut pas aller chercher le sorcier du village. Ce sont nos comportements d'aujourd'hui qui font que demain nous serons malades. Plusieurs études ont montré que l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables peut causer des maladies telles que les cancers de sang, telles que l'infertilité masculine et beaucoup d'autres maladies, des maladies respiratoires, même des maladies oculaires, parce que quand on brûle le sachet plastique, l'épaisse fumée qui se dégage lorsqu'elle se dépose sur l'œil, ce n'est pas bien pour la santé des yeux. Les sachets plastiques sont et restent des éléments nocifs pour l'environnement et pour tous. Il est donc important que chaque personne se mette dans la cadence afin de lutter efficacement contre les sachets plastiques pour un bon écosystème. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45 avec Brunel Mérine Adéossi. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.